Alors, elle a été évoquée il y a un an, mais elle a été validée hier par les actionnaires. Encore une fois, cette scission du groupe Vivendi en 4 entités. Validée hier à une écrasante majorité par les actionnaires en Assemblée Générale. Quelles conséquences évidemment pour les actionnaires et pour les marchés? Réponse avec vous, Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour David. Directeur de la rédaction de Boursorama. Déjà, il faut revenir sur cette motivation, sur la motivation de cette séparation annoncée. Donc, il y a, c'était il y a un an. Oui, c'est quasiment un an, je ne vais pas dire jour pour jour, mais en tout cas, on est dans cette période. Et puis, au départ, c'était donc effectivement une scission qui était plutôt en 3, qui était envisagée. On avait Havas d'un côté, Canal+, et quelque chose qui resterait Vivendi. Et les arguments qui étaient évoqués à l'époque étaient un petit peu les arguments traditionnels. Quand vous casser, si je puis dire, un conglomérat, c'est la fameuse décote de conglomérat. Donc on explique pour les gens qui sont peut-être moins familiers, il y en a à qui ça va parler, mais c'est de dire finalement quand vous êtes un groupe qui regroupe différents types d'actifs, tous ne sont pas bien valorisés parce qu'ils ont des profils assez différents et donc les investisseurs... La somme de l'ensemble vaut moins que la somme des parties. Exactement, et donc les investisseurs appliquent une décote, donc votre groupe est moins bien valorisé et puis on peut considérer que ça bride les performances des uns et des autres, donc quelquefois on sait que les analystes financiers aiment bien aussi les pure players, donc on décide... Il y a des modes, mais c'est vrai que la mode on pourrait vraiment, et d'ailleurs on va voir dans la suite de la chronique que voilà, on pourrait revenir sur l'opportunité de ces différents motifs, mais en tout cas, à la base c'est ça, donc valoriser mieux les différents ensembles, permettre les perspectives de développement, etc. Voilà, c'était donc il y a un an depuis le projet, évidemment, il s'est affiné, il s'est précisé. Oui. Quelle est aujourd'hui, on va dire, sa physionomie globale? Donc maintenant on est sur 4 entités, on en a rajouté une, donc on a toujours Canal+, Havas, on a rajouté Louis Hachette Group qui regroupe Lagardère et Prisma Media, et puis Vivendi qui conserve finalement, c'est un peu méchant, une ribambelle de participation. Donc on a Telecom Italia, on a Universal Music Group, on a Telefonica notamment. Et surtout, ce qui frappe David, c'est que cette opération, vous l'avez dit, elle était, quand elle a été annoncée, elle était relativement complexe. Elle s'est précisée assez vite. Elle a été menée tambour battant, puisque on imagine que c'est quand même un petit peu de boulot sur le plan juridique et financier, mais elle a été achevée, validée hier lors de la présentation, en tout cas lors du vote en Assemblée Générale. Bon, avant de passer aux conséquences, Laurent, concrètes de ce projet, on peut dire qu'il fait quand même grincer des dents de pas mal de personnes. Alors, au moins de quelques associations, et notamment d'un fonds activiste, CIAM, qui a essayé de s'opposer en pointant quand même des choses qui l'assimilaient pour lui à de l'abus de droit. Il y a différents éléments qui ont retenu l'attention de ce fonds activiste, et notamment d'autres organisations, notamment Fitrust. On pourrait également citer Proxinvest, une société qui est sur le conseil en vote en Assemblée Générale. Qu'est-ce qui est reproché, en tout cas? Plusieurs choses. On pouvait dire qu'effectivement, Bolloré, aujourd'hui, contrôle Vivendi et donc il aurait dû proposer une offre de retrait obligatoire, en tout cas quelque chose de par son contrôle. Mais là, c'est impressionnant quand on regarde dans les détails. On se rend compte que finalement, dans le code de commerce, il y a deux définitions différentes du contrôle d'une société. Il y a la définition comptable qui dit qu'en fait, vous ne pouvez consolider par intégration totale une société que quand vous la contrôlez. Donc, ils ont à peu près un peu plus de 45% des droits de vote. Mais il y en a une autre qui dit qu'en fait, le contrôle en Assemblée Générale est un petit peu différent. Donc, Bolloré a réussi à acter du fait qu'en fait, non, au sens de l'Assemblée Générale, ils ne contrôlaient pas tout à fait Vivendi. Donc, ils n'étaient pas obligés de passer par là. Il y a ensuite, David, ce qui a retenu beaucoup l'attention des observateurs, c'est le choix de cotation des différentes entités. On rappelle, donc il y aura Vivendi qui va rester coté à Paris, on va avoir Canal+ qui va être coté au Royaume-Uni, on va avoir, à Londres, en Angleterre, on va avoir Havas qui est coté aux Pays-Bas, et on va avoir Louis Hachette Group qui est coté à Paris, mais sur Euronext Growth. Et là, on se dit, mais pourquoi tout ça? Et en fait, visiblement, ça n'a pas du tout été fait au hasard. Dans chaque pays, en fait, il y avait des dispositions particulières qui arrangeaient extrêmement Vivendi, notamment en Grande-Bretagne, en tout cas à Londres, où en fait, finalement, la loi sur les OPA européennes ne s'applique pas, puisque le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, mais pas non plus la loi britannique pour les sociétés étrangères. Donc là, il y a une espèce de vide juridique dont on ne sait pas exactement, si quelqu'un devait lancer une OPA sur Canal+, comment il devrait s'y prendre. Donc c'était très pratique. Aux Pays-Bas, finalement, la société Havas sera contrôlée par une fondation, ce qui permettra à la fois de réduire son côté opéable et puis au bout de 2 ans à Vivendi de bénéficier de droits de vote quadruples. Donc là aussi c'est très bien, quand vous voulez vous renforcer sans lancer d'OPA. Louis Hachette Group qui va être coté sur
growth, et sur Euronext Growth, vous savez, c'est le marché pour les petites et moyennes capitalisations. C'est moins réglementé. Moins réglementé, il faut 50% pour être obligé de lancer une offre là aussi. Donc tout ça fait que c'est vraiment, enfin, je pense que quand on est avocat, fiscaliste, c'est du grand art, peut-être même trop, parce qu'effectivement, finalement, le régulateur n'a rien trouvé à y redire. On sent bien que là, on marche sur la ligne de crête de ce qui était juridiquement possible. En tout cas, c'est effectivement du cousu humain. Juste, je vous disais, les agences de conseil de vote Proxinvest étaient plutôt opposées. En tout cas, les équivalents américains, ISS et Glass Lewis, eux, ils ont finalement été un peu en mode un tiens vaut mieux que Dieu, deux tu l'auras, en se disant bon, finalement, soit c'est ça, soit c'est le statu quo, et vaut mieux encore que ça évolue. Bon, ces réserves n'ont pas ému pas du tout. les actionnaires, puisqu'au final, ça a été adopté... un score stalinien. Voilà. Ouais, c'est ça. Je vais dans le détail, je vous le lis. Donc, ça a duré déjà beaucoup plus vite que prévu. On s'attendait à ce qu'il y ait finalement, en un peu plus d'une heure. C'est aux Folies Bergères hier, exactement, c'était aux Folies Bergères. Bouclé en un petit peu plus d'une heure. 97,57% des voix pour la résolution portant sur Canal+, 97,58% Louis Hachette Group et 97,61% sur Havas. Voilà, stalinien, je vous le disais, en termes d'adhésion, en tout cas, des actionnaires à ce projet. Pour les actionnaires, justement, qu'il se passe quoi? Donc, ils ont une action Vivendi qui va se transformer en 4 exactement. actions Alors, on va parler cotées, donc sur des marchés différents. Exactement. Alors, on va parler un petit peu de ce qui arrive à l'actionnaire individuel, celui qui nous regarde, l'investisseur particulier. Vous l'avez très bien dit. Donc, il va avoir 4 actions. Une Canal+ qui va être cotée à Londres, une Havas qui va être cotée aux Pays-Bas, une Vivendi qui va rester à Euronext compartiment A à Paris, qui va sans doute sortir du CAC 40 très bientôt, et puis une qui va être sur Euronext Growth Paris. Donc ça va il faut détenir des actions Vivendi au 13 décembre si on veut bénéficier de ce qui va se passer, et elles seront, a priori, la cotation interviendra au 16 décembre. Attention, dans tout ce mécanisme-là, là aussi, je m'adresse aux investisseurs individuels, il y a une petite incertitude. Ah, sur le PEA. Exactement, notamment sur Canal+. Donc Canal+, a priori, va pouvoir rester sur le PEA, et quand on écoute, Canal+, devrait pouvoir être cédé tout à fait normalement. D'après ma petite enquête, ce ne sera pas forcément le cas de tous les intermédiaires financiers. Il va sérieusement falloir se renseigner si vous avez un PEA et auprès de qui vous l'avez, se renseigner, savoir ce que vous pouvez faire avec ce titre une fois qu'il va se retrouver dans votre PEA, effectivement. Bon, la conclusion de tout ça, c'est qu'à qui profite la scission? Alors, c'était quoi le titre de la chronique? C'était est-ce que ça profite à l'actionnaire? Exactement. Tout dépend quel type d'actionnaire, j'ai envie de vous dire. Pour l'actionnaire principal, c'est vraiment, encore une fois, une opération qui est assez brillante de la façon dont on la regarde, puisque, en gros, Bolloré va pouvoir se renforcer dans à peu près... Alors, sauf l'exception, c'est effectivement qu'il est resté... tant que Vivendi était Vivendi sur Euronext Paris à 29,9% de participation pour ne pas avoir à faire quoi que ce soit, sauf qu'en fait il va rester là-dessus, mais sur tous les autres, ne serait-ce que par l'opération, il va passer au-dessus des 30%, mais on verra que ce n'est plus un problème, puisqu'il a géré ça, si je puis dire, aux petits oignons. Et pour les actionnaires individuels? Alors, pour les actionnaires individuels, en fait, juste et terminé quand même, d'un point de vue politique, David, on n'arrête pas de parler. Enfin, il y a quand même, notamment sur la partie Canal+, qu'il explique sa dimension internationale, elle est mieux rayonnée à Londres. Il y a quand même. Pour la Bourse de Paris, c'est pas une bonne nouvelle. Non, et puis on peut se dire aussi qu'on a quand même quelques petits groupes qui rayonnent international à Paris, Airbus, LVMH, je sais pas, des petites sociétés qui arrivent très bien à être à Paris. Et donc, même d'un point de vue politique, imaginez effectivement que Canal+ est maintenant dans un pays étranger, idem pour Havas, bon, c'est moyen. Pour l'actionnaire individuel, finalement, c'est de se dire aujourd'hui est-ce que j'achète ce scénario des 4 entités, c'est mieux qu'une, et puis ça va être super. On ne va pas faire le détail des 4 qui nous restent, mais on va avoir finalement Vivendi, on l'a dit, un assemblage de participations. Bon, là, votre décote de holding, finalement, vous allez là de conglomérat. Pas dit que vous ne la retrouviez pas. Ensuite, le titre va sortir du CAC 40, donc il va être vendu par les fonds indiciels, donc il va y avoir une pression vendeuse. Bon, à voir. C'est 3 autres. Il reste les 3 autres. Vous allez voir Louis Hachette Group. On promet du dividende, on promet de la visibilité. Mais là aussi, Louis Hachette Group intègre Lagardère qui reste coté. Est-ce que ça, c'est complètement optimum pour l'actionnaire individuel? Je ne sais pas. Question, l'avenir nous le dira. Havas, qui est un beau groupe, mais qui a grandi beaucoup moins vite
qui est un petit peu moins profitable que son grand rival, notamment Publicis. Publicis, voilà, c'est en termes de capitalisation, avec quand même des défis à relever dans ce secteur concurrentiel. C'est un petit peu la même chose pour Canal+, qui lui doit aussi boucler cette opération de rapprochement après, avec le groupe sud-africain qui s'appelle MultiChoice. Pas mal de défis pour ces 4 participations, un environnement concurrentiel qui est compliqué. L'opération, on voit à qui elle bénéficie tout de suite, immédiatement, directement. C'est le grand actionnaire. Le petit actionnaire, il va falloir que la stratégie soit parfaitement exécutée sur les 4 entités. Je passe aussi sur toutes les questions de gouvernance de ces groupes, vous savez, on aime bien citer Pascal Quiri aussi, qui fait la lettre Verniman. Il a fait sur LinkedIn 4 ou 5 posts sur le sujet. Ouais. Franchement, je vous invite à les consulter. C'est du caviar sur à la fois le rapprochement, la gouvernance, on y apprend des tas de choses. Voilà, en tout cas, moralité, c'est une opération rondement menée pour les gens qui détiennent du Vivendi. À voir ce que ça va donner, franchement. Allez, merci beaucoup. Explication signée Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci Laurent. Merci David.